Bienvenue à tous les quatre. Delphine Dupré-Lévesque, vous êtes docteur en anthropologie, auteur de Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD et fondatrice du site stopalisolement.fr dont nous parlerons. À côté de vous, Jean-Daniel Remond, président de l'association Hold Up. Vous allez nous expliquer un peu ce que fait Hold Up. Francis Carrier, vous êtes le président fondateur de l'association Grey Pride et membre fondateur du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et puis Luc Broussy, bien sûr, mais si on va le présenter quand même, président du think tank Matière Grise, également de la filière de la Silver Economy. Bienvenue à tous les quatre. D'abord, question simple, réponse rapide s'il vous plaît. Chacun un tour de rôle. Qu'est-ce qu'être vieux? Madame Dupré-Lévesque. Alors ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que ça dépend, si on s'appelle Nadal, c'est un vieux joueur de tennis, qui pour autant reste toujours à la pointe. Si le jour où vous recevez aussi, par exemple, votre dépistage du cancer colorectal, vous prenez un coup de vieux. Donc il y a différentes manières en fait d'aborder la vieillesse et le terme de vieux. Et puis au niveau, on va dire administratif, à 60 ans vous êtes vieux. Parfois sur d'autres documents c'est 62 ans. Et puis pour l'INSEE c'est 65 ans. Donc vraiment c'est assez compliqué de savoir quand est-ce qu'on est vieux et qu'est-ce qu'un vieux. Jean-Daniel Remond. Bah écoutez, être vieux, je suis très sensible à ce qu'a dit tout à l'heure Gabrielle Alperne. Parce qu'effectivement... Qui n'est pas vieille. Pardon? Qui n'est pas vieille, enfin je ne crois pas. Je me méfie quand même beaucoup des catégorisations et le terme de vieux me gêne toujours un petit peu parce que effectivement ça fige les personnes qui... Parlez bien près du micro s'il vous plaît. Pardon, oui, ça... Je suis toujours gêné par cette catégorisation, même si elle correspond à un état de fait. Oui, d'ailleurs, vous dites, pardonnez-moi, que vous appartenez à la vieillesse. Pardon? Vous dites que vous appartenez à la vieillesse. Ben oui, fatalement. Mais appartenir à la vieillesse, ça correspond à une catégorie sociale reconnue. Et ce que je trouve très gênant, et c'est pour ça que j'appréciais tout à fait le propos sur l'hybridation, c'est que justement, ça n'est pas du tout aussi simple. Les catégories ne sont pas aussi, comment dire, fermées, aussi segmentées. Donc c'est pour ça que je réagis un tout petit peu dès qu'on parle de vieux. Bien. D'autant plus que ce terme évolue beaucoup depuis quelques années. Donc... Nous allons y revenir. Francis Carrier, qu'est-ce qu'être vieux? Moi, je le revendique d'être vieux. Parce que vieux n'est pas une insulte. Et si c'est une parole qui est devenue stigmatisante, c'est parce que c'est une construction sociale. Et donc, dès l'instant où c'est une construction sociale, on peut la changer. Il n'y a rien d'inexorable. Et donc, pour moi, la vieillesse, elle correspond à une période de notre vie. À quel âge? Ça commence à un âge? Nous avons trois périodes de notre vie, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. La vieillesse, c'est pour moi le changement de contrat social. Dès l'instant où je passe à la retraite, je bénéficie de la solidarité nationale et j'ai d'autres enjeux, puisque je peux être actif, mais je ne suis pas rémunéré pour cette activité. Et donc, c'est une autre période avec d'autres valeurs que l'on a totalement ignorées et que l'on est incapable aujourd'hui d'assumer réellement parce qu'elle est trop connotée négativement. Bien. Luc? On est tous le vieux de quelqu'un. Pour Jean-Christophe Amarantini, je suis un vieux. Et pour moi, Claude Cheton est un vieux. Mais comment dire, mais à l'intérieur de cette catégorie, entre guillemets, administrative, puisqu'effectivement, on est vieux peut-être le jour où on a le droit à l'allocation personnalisée, c'est-à-dire 60 ans. On est vieux éventuellement au moment où on peut prendre sa retraite. Pour l'instant, 62 ans, bientôt un peu plus. On est peut-être vieux à 85 ans quand c'est l'âge moyen d'entrer dans des périodes de perte d'autonomie. Voilà, donc c'est effectivement une notion extrêmement évolutive et qui donc en tout cas de manière politique pas grand sens puisque cette période
que pendant longtemps, on a appelé d'ailleurs, on tâtonne, on l'a appelé 3e âge, puis après on s'est dit, ah ben comme ça vit plus longtemps, on l'appelle 4e âge. Voilà, donc toute cette période-là, sur laquelle on reviendra peut-être évidemment tout à l'heure, il faut vraiment, de la même façon qu'il n'y a aucun point commun entre un gamin de 1 an et un adolescent de 17 ans, il n'y a aucun point commun, ou peu de points communs au fond, entre un retraité de 65 ans et un résident d'EHPAD en perte d'autonomie de 102 ans. Donc voilà, c'est vrai que cette catégorie, elle n'est ni politique, ni en tout cas administrative. Bien. Alors Francis, je reviens vers vous un instant, puisqu'on va parler de Grey Pride, dont vous dites sur votre site qu'elle n'est pas une association comme les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est pas une association comme les autres, en tout cas. Ah bah c'est écrit. Elle est construite sur le constat de l'invisibilité d'une population. Lorsque on pose la question et lorsque on veut faire un documentaire sur des vieux gays ou lesbiennes et que l'on interroge un directeur d'EHPAD, les réalisatrices qui ont voulu faire ce genre de film, 9 fois sur 10 auront comme réponse: on n'a pas ça en magasin. Ça veut dire que, et c'est compréhensible, c'est que les vieux, les très vieux sont asexualisés. Et donc, dès l'instant où ils sont asexualisés, ils n'ont plus d'orientation sexuelle, d'identité de genre, bien sûr, et surtout, ils n'ont plus d'histoire. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'on nie les besoins affectifs et les besoins sexuels de toute personne, quel que soit son âge jusqu'à sa mort, on nie aussi le fait qu'on puisse avoir une vie différente. Et donc vous prolongez pour les personnes âgées le combat pour l'égalité des droits. Ben, c'est pas l'égalité des droits, c'est justement ça, c'est le droit à la diversité. C'est sortir les vieux de la case standard, vieux objet de soins à protéger. C'est vers quoi on a tendu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment ont été traités collectivement les vieux pendant la crise du Covid, en les désignant collectivement, en leur interdisant collectivement donc de sortir, de rencontrer, etc., pour les protéger, mais sans respecter leur liberté, et en ayant une approche qui était la négation de l'individu et de la liberté individuelle. Donc le choix aujourd'hui du traitement des vieux est une approche standardisée qui ne correspond plus du tout à l'attente que l'on aura dans l'avenir, qui est au contraire basée sur l'individualité, sur la diversité et sur le respect justement donc de cette diversité jusqu'au bout de notre vie. Nous, notre leitmotiv, c'est de dire vieillir en étant soi jusqu'à la fin de sa vie. Et en étant soi, eh bien, on est tous différents. Dans cette salle, nous sommes tous différents et nous devons l'être même en vieillissant. Est-ce que ça implique un changement dans les modalités d'accueil et dans les offres de services? J'ai pas entendu. Je comprends très mal. Il y a un écho et. Est-ce que ce que vous dites implique un changement dans les modalités d'accueil et dans les offres de services? Mais bien sûr. C'est-à-dire d'abord, ce qui est simple, vous venez de prononcer le mot. On est dans une logique d'offre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de demande, d'attente. C'est-à-dire que le secteur vieillesse s'est construit sur des propositions d'organisation faites par les professionnels, par le monde médical, avec le soutien des politiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu les attentes. Les attentes, elles sont absentes parce que les personnes qui devraient porter ces attentes, cette population, ce lobby des vieux, n'existe pas. Parce qu'on a un tel déni sociétal de la vieillesse, et la vieillesse est tellement vécue comme une partie négative de notre vie, qu'on ne s'est pas investi là-dedans. Si vous voulez, je reprends un petit peu un comparatif qui est très simple. Hein. Ceux qui ont plus de 50 ans dans cette salle savent ce que c'était que les salons des arts ménagers pour les femmes. Hein, il y a partout, dans les années 60, on voyait salon des arts ménagers. Et donc, on faisait croire aux femmes que la dernière tourniquette électrique allait les libérer de leur rôle de femme dans leur foyer, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la même logique quand je vois le salon des seniors. Les salons des seniors, c'est une succession d'offres commerciales dans lequel on fait croire aux vieux que ça correspond à leurs attentes. Il n'y a rien de plus faux. Séparons les rôles de chacun,
les professionnels fournissent des solutions, les politiques mettent en adéquation des politiques, et les vieux doivent exprimer leurs attentes et leurs demandes. Alors, Grey Pride, votre association est membre du CNAV, Conseil national autoproclamé de la vieillesse, qui a vu le jour le 8 décembre dernier, collectif de 600 membres, comptant des personnalités de l'art ou des médias, tels Laura Adler, Annie Ernaux, Ariane Nouchkine, également des figures de la santé, de la politique, Bernard Kouchner, Michel Delaunay, Monique Pelletier. Pourquoi ce conseil ? Oui, nous avons 5 anciens ministres, quel honneur, qui font partie du CNAV. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a une nécessité de faire émerger une parole des vieux. Je vous rappelle, pendant le scandale là, qui a été cité, d'Orpea, et sur les plateaux télé, nous avons eu une succession de séances où des professionnels sont arrivés, des politiques sont arrivés, des journalistes sont arrivés, chacun dénonçant, en criant au scandale, etc., et en se retrouvant une virginité. Est-ce que vous avez vu un vieux qui s'exprimait sur ce sujet, sur le fait que c'était lui qui était concerné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le « je » ? Quand on est une femme, et lorsqu'on a bâti le féminisme, on s'exprime en disant « je ». Lorsqu'on est discriminé pour une raison ou une autre, et lorsqu'on veut construire une politique, on utilise le « je ». Les vieux, eh bien c'est toujours les autres. On n'a pas besoin de porte-parole, et le CNAV, c'est arriver à faire émerger une parole collective sur les besoins et les attentes que nous avons, nous, en tant que vieux, assumés, vieux et vieilles. Et c'est la raison pour laquelle vous réclamez la création d'un Conseil national consultatif des personnes vieilles. Voilà, à l'image de ce qui se fait pour les personnes handicapés. C'est ce que nous souhaitons, et pour l'instant, bon, nous n'avons pas eu de réponse des politiques sur ce fait-là, mais il nous semble essentiel que toutes les politiques qui sont décidées au niveau des différents ministères, eh bien, soient validées par un conseil qui permette d'avoir une lecture de ces politiques par rapport à l'impact que l'on a, qu'elles auront sur notre vie de vieux ou de vieille. Delphine Dupré-Lévesque, quel regard l'anthropologue que vous êtes porte-t-elle sur la façon dont on vieillit ? De génération en génération? Alors, de génération en génération, alors pendant des siècles et des siècles, il n'y avait pas beaucoup de différence finalement. Il y a toujours eu des vieux, ils étaient peu nombreux, et alors des vieux, on va considérer l'âge de 60 ans, il y avait toujours dans la population 5, 8, 12%, même la France a été dans la première à avoir un vieillissement en fait par rapport aux autres pays européens à la fin du 19e siècle, à avoir plus de vieux que les autres, donc il y a déjà une prise de conscience, mais dans l'ensemble, pendant très longtemps, il n'y avait pas de différence puisque une fois que les personnes franchissaient le cap de 60 ans, l'espérance de vie n'était pas très longue et c'était plutôt très exceptionnel finalement. Aujourd'hui, dans les années 70, les personnes qui ont eu 70 ans dans les années 70 ont rarement imaginé qu'elles allaient vivre 20, 30, 35, 40 ans derrière. Et aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie à 60 ans, plus que l'espérance de vie à la naissance, c'est ce qui a fait le plus grand boom. Du coup, on se retrouve dans une société très différente. Si on prend la sociologie de la famille, eh bien la famille prend une autre forme. Avant, il y avait plein d'enfants, les parents et extrêmement rarement un grand-père ou une grand-mère. Quand naissait un enfant il y a un siècle, il avait soit pas de grands-parents, soit il avait des grands-parents, mais qu'il allait connaître sur un laps de temps très court. Aujourd'hui, naît un enfant, il a pour la plupart du temps ses 4 grands-parents et autant d'arrière-grands-parents. La famille a complètement changé et on est dans tout à fait un nouveau modèle familial et qui fait que aussi, ce qui est nouveau dans cette nouvelle ère, c'est... tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dit inactif, on est catégorisé vieux et du coup un peu cette inutilité. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a 18 millions de grands-parents, il y a 4 millions d'arrière-grands-parents et que c'est en fait un socle familial extrêmement fort et qu'ils sont extrêmement présents. Aujourd'hui, c'est 9 heures par semaine en moyenne où on va garder ses petits-enfants et c'est plus 22 jours par an.
Donc la présence en fait familiale et intergénérationnelle, elle est très forte. Simplement, elle est sur un schéma qui est nouveau, sur lequel, à mon avis, on a besoin de réaliser d'autres études. Alors justement, à propos d'études, vous avez fait une étude sur la perception du bonheur. Alors, à quel âge, ça c'est une info que tout le monde attend ici, à quel âge est-on le plus heureux ? Alors, je vais juste, avant de donner cette réponse à ce suspense, je voulais juste dire qu'à 75 ans, aujourd'hui en France, 86% des personnes sont grands-parents. Et est-ce qu'on doit détacher ça? Mais toutes les études, donc les études américaines, allemandes, canadiennes et un tout petit peu des études françaises, montrent que l'âge du bonheur, j'ai une bonne nouvelle pour la plupart d'entre vous, c'est 74 ans. C'est l'âge où on est en moyenne le plus heureux dans sa vie. Parce qu'il y a une forme de lâcher prise, on est moins stressé, on est moins en colère, et ça commence à l'âge de 50 ans, où on commence à prendre quelques conscience, se débarrasser finalement de certains principes. Et puis surtout, il y a une prise de conscience du temps qu'il nous reste à vivre, et finalement l'idée de le vivre bien. Et c'est vrai qu'aussi le vivre entouré, eh bien c'est plus facile. Alors Delphine, vous êtes aussi la fondatrice du site, je le disais, Stop à l'isolement. Selon le baromètre Solitude et isolement des plus de 60 ans publié chaque année par l'association Les Petits Frères des Pauvres, le nombre de plus de 60 ans en situation de mort sociale a augmenté entre 2017 et 2021 de 77%. Désormais, on estime que 530 000 personnes contre 300 000 il y a 5 ans ne rencontrent jamais personne ou quasi jamais. Ça représente quand même 3% de la population française, et que presque 2 millions ont très peu de contacts. Comment l'expliquez-vous? Alors souvent, il y a plusieurs phénomènes. On parlait tout à l'heure de discrimination. Il y a aussi des accidents de parcours, des accidents de vie, des ruptures violentes, des séparations avec eux aussi, des enfants, etc., qui conduisent à ça. On vous rajoutez une deuxième couche qui est la précarité. Donc, à la fois, les gens les plus précaires sont souvent dans un plus grand isolement social et ont beaucoup de mal. Par exemple, les bénévoles aujourd'hui sont très nombreux. Je crois qu'il y a 4 millions de personnes de plus de 60 ans, 65 ans qui sont bénévoles actifs dans des associations. Eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas pris cette... Voilà, qui se renferment en fait du fait de précarité, d'accidents de vie, de parcours, de perte de confiance en soi. Et je pense qu'il faut prendre conscience que aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 14% de la population de plus de 60 ans qui se ressent avec beaucoup de solitude, mais finalement, on a exactement les mêmes scores chez les jeunes. Et je pense que c'est un phénomène du coup qui risque de s'amplifier beaucoup, sur lequel il nous faut être vraiment particulièrement vigilants et qu'on va finalement retrouver de manière plus massive, surtout que les jours qui s'annoncent au niveau de crise économique et d'augmentation des coûts de la vie risquent encore plus d'aggraver cette situation de solitude et d'isolement, parce que moins on a de moyens, moins on peut sortir, moins on peut recevoir, et donc plus on s'isole. D'où votre site, d'ailleurs, Stop à l'isolement, puisque vous êtes intéressé au sujet grâce auquel on peut rompre l'isolement et rassembler les générations. C'est l'objet de ce site. Alors, le site www.stopaisolement.fr, c'est en fait tous les jours 2 petites minutes. Donc, c'est tout un programme. Le lundi en chanson, le mardi, c'est autour de la prévention, de la nutrition. Le mercredi, c'est paroles aux aînés. Le jeudi, c'est Jeudi Culture. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est sur le musée du cinéma Lumière à Lyon. Le vendredi, c'est toujours l'humour. Le samedi, c'est le samedi au jardin. Et le dimanche, c'est la carte postale et dimanche ensemble. En fait, c'est 2 minutes chaque jour pour essayer de proposer un sujet de discussion. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, alors quand je vois des jeunes qui découvrent le site, ils me disent « Ah mais c'est super » parce que souvent quand je suis avec ma grand-mère, au bout d'un moment, je ne sais pas quoi lui raconter. Et du coup, maintenant, ils prennent Stop à l'isolement, ils regardent, ils échangent et ils découvrent la personne autrement. C'est un outil au service surtout aussi des professionnels pour justement travailler sur le projet personnalisé. On va découvrir que Madame Dupont était complètement fan de Gilles Dreux, mais moi en tant que... Alors je suis désolée, je ne connaissais pas Gilles Dreux avant qu'il intervienne sur le site. C'est un chanteur, Gilles Dreux. C'est ça, c'est un chanteur, c'est un acteur, et puis c'est un homme qui a aujourd'hui 86 ans, qui est toujours un très bel homme, et je comprends que beaucoup
beaucoup de femmes aient beaucoup kiffé ce monsieur, mais moi je le connaissais pas et donc je ne pouvais pas échanger avec ma grand-mère sur Gilles Dreux. Maintenant... C'est vrai que mettre dans la même phrase Kiffé et Gilles Dreux, c'est une première. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que permet en fait Stop à l'isolement et de co-construire comme ça le projet personnalisé à travers des tas de petites choses. Jean-Daniel Remond, alors vous, votre association c'est Hold Up, que vous présentez comme ça, plus si jeune, mais pas si vieux. Entre autres, effectivement, c'est très important d'insister là-dessus. Et puis, notre devise, si je puis dire, qui nous tient à cœur, c'est aussi comment donner du sens à l'allongement de la vie. Ce qui est un point très important. C'est-à-dire, on a tous dit, on a tous constaté qu'il y a une pérennité beaucoup plus grande dans l'allongement de la vie. C'est tout à fait passionnant. D'une part, j'aurais tendance à dire de chercher le pourquoi, et ça n'est pas uniquement lié à des conditions plus ou moins favorables, des conditions de nutrition qui sont meilleures, des conditions d'encadrement, même de santé qui sont meilleures. Ce qui est intéressant, c'est même de réfléchir au niveau de l'espèce, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement... Gardez bien le micro près de votre bouche. Excusez-moi. L'être humain est parfaitement, comment dire, adapté à l'évolution de son environnement de plus en plus longtemps. Et ça, c'est quand même très nouveau dans l'histoire un petit peu de l'évolution de l'humanité. Et alors, un des domaines sur lesquels on travaille beaucoup, c'est justement pour réfléchir à quel est ce sens donné à l'allongement de la vie. On essaye d'avoir une démarche aussi assez prospective, si je puis dire. C'est-à-dire que là, par exemple, on lance une grande enquête sur le cadre de vie. Quel cadre de vie souhaitez-vous? On lance cette enquête à partir d'un âge même en deçà de 60 ans éventuellement. Le but, c'est tout à fait important à nos yeux. C'est-à-dire, c'est de se mettre dans une réflexion, je répète, on m'entend mal, parce que moi j'ai un écho ici, c'est pour ça que je suis... vous l'aurez moins si vous gardez bien le micro et si vous ne bougez pas trop. Je vais le faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait une enquête sur le cadre de vie. Pourquoi? Pour aussi pousser les personnes qui vont répondre à ce questionnaire et qui ont déjà énormément répondu à penser à l'avance, réfléchir à l'avance, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie? Je vais réduire mes activités, je vais être plus ou moins dépendant sur le plan physique, plus ou moins. Comment, et c'est pour ça, c'est comment je souhaite imaginer et concrétiser mon futur cadre de vie. Qu'il soit en communauté, qu'il soit dans un lieu, que ça, c'est donner à la personne cette, comment dire, la pousser à réfléchir dans ce domaine. Et ça, c'est à nos yeux très important. Voilà, je suis très sensible aussi, et Hold Up est très sensible, puisqu'on fait partie d'ailleurs du CNAV dont on vient de parler. Le CNAV, oui, c'est une initiative passionnante, parce que c'est effectivement redonner une place, mais active, aux personnes âgées, aux vieux, c'est-à-dire on ne va pas prendre des décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même structurelles, sans nous concerner. Il faut associer les personnes âgées à tout ce qui les concerne. Exactement. Et pour deux raisons. D'abord sur le plan de l'expérience de vie, qui permet de dire d'avoir une certaine forme de discernement, mais surtout aussi par rapport à la sensibilité intérieure de chacun, qui est mieux à même de dire de quoi j'ai besoin en tant que personne vieillissante et de quoi aussi j'ai peur. Et enfin, dans ce questionnaire sur le cadre de vie, on n'hésite pas à aborder non plus le thème de la mort, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même encore très tabou, et de dire, bon, finalement, quand vous réfléchissez plus ou moins à vos derniers jours, qu'est-ce que vous auriez tendance à souhaiter? En termes de prospective, c'est très important. Je vais finir là-dessus, mais il y a trois notions très fortes. Rapidement, Jean-Daniel. Très rapidement. Il y a le possible, le probable et le souhaitable. Et nous, on insiste beaucoup sur le souhaitable.
Le possible et le probable, tout le monde, tous les techniciens savent le dire. Le souhaitable, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus personnel, et c'est pour ça que aussi donner la parole aux vieux, comme vous le suggérez, mais qu'ils soient dans un système actif de prise de décision, c'est très important. Voilà, et ne pas les cantonner à des questions de santé, pas uniquement. Ça n'est pas que ça. Et c'est trop souvent uniquement ça. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'association Hold Up. Luc Broussy, auteur de 2 rapports en 2021 qui ont beaucoup fait parler. Nous vieillirons ensemble, 80 propositions pour un pacte entre générations et l'EHPAD du futur. C'est lié à la conversation que nous allons avoir ensemble. Alors parlons de cette révolution démographique qui s'annonce. Je dirais une révolution démographique à double détente. Luc. Oui, je pense que d'abord l'intérêt de cette table ronde et d'ouvrir un congrès du FINERPA par cette table ronde n'est pas neutre. En réalité, pendant 20 ou 30 ans, on a parlé surtout de l'offre et de la catégorisation de cette offre par rapport à une demande. Et quelle était cette demande? C'était une demande, ça a été dit tout à l'heure, les années 90, 2000, c'est l'arrivée massive de gens qui avaient plus de 85 ans. Et donc on a dû, un peu parfois dans l'urgence d'ailleurs, hein, on n'a pas trop réfléchi à ce moment-là, on a construit des maisons de retraite devenues EHPAD, on a construit des services à domicile, et pour reprendre l'exposé liminaire, on a mis des cases. Mais tout a été en réalité basé sur la question de l'offre. On a créé des cases EHPAD, des cases SAD, des cases SIAD, des cases HAD, des cases, etc., hébergement temporaire, accueil de jour, tellement de cases que chaque case répondait à des modalités d'autorisation et de financement différents. Bon. Donc on est arrivé, je le dis, puisque c'est pas forcément une spécialiste totale, heureusement pour elle, de ce secteur, à Gabrielle Alperne, que sa question des cases, nous on en a une expérience depuis 20-30 ans. Et là, peut-être que la crise du Covid, d'une part, la crise médiatique depuis quelques mois aussi, a remis la demande au cœur de la question. Donc maintenant, on se pose une question, au fond, c'est nous, enfin vous, offreurs de solutions, à qui voulez-vous offrir des solutions? Qui sont les gens en face, quoi, au fond? Et là, on doit se réinterroger. On doit se réinterroger d'abord sur la question démographique, comme tu viens de le demander. La question démographique, c'est la France va vieillir, d'accord, ok, très bien, on a compris, le monde va vieillir, d'ailleurs l'Europe va vieillir, certains d'ailleurs beaucoup plus que nous. Dans cette salle ici, il y a 5 jours, il y a eu une caméra d'or décernée à un film japonais qui s'appelle Plan 75. Pour vous dire que tout ça irrigue dans nos cultures. C'est que ce film raconte l'histoire du Japon dans quelques années, et il y a une nouvelle loi qui dit à partir de 75 ans, il faut mourir. Voilà. Mais on vous laisse le choix de votre mort. Donc il y a des packages pour les riches, pour les pauvres, vous avez différents choix, mais pardon, à 75 ans, il faut partir. Bon. Vous voyez, donc c'est drôle que cette question démographique soit devenue un objet culturel. C'était un film ici dans cette salle, Plan 75, dans la sélection Un certain regard, et je crois que ça sort à l'automne dans tous les cinémas. Nous, il faut qu'on ait bien à l'esprit, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de Matière Grise. On a une note qui est, que vous pouvez consulter sur notre site, qui distingue, de manière artificielle, j'entends bien, mais qui distingue les 75-84 ans des 85 ans et plus. Ça correspond quand même à des choses un peu réelles, notamment l'âge moyen d'entrée en EHPAD. Les 75-84 ans dans notre pays vont exploser dans les 10 prochaines années. 2020-2030, là où nous sommes, c'est l'explosion des 75-84 ans. Et dans cette décennie qui s'ouvre, c'est la stagnation du nombre de 85 ans et plus. Donc il n'y a pas une pression forte sur les plus de 85 ans dans les 10 prochaines années. Il y a une stagnation. Normal, c'est les gens qui ne sont pas nés entre 1935 et 1945. En revanche, à partir de 2030, 31, 32, ça se fera assez brutalement, mais un peu progressivement, eh bien, vont arriver massivement la génération des gens nés en 45, qui auront donc 85 ans en 2030. Donc, il faut bien avoir cette temporalité à l'esprit, parce qu'elle correspond évidemment à des politiques publiques distinctes.
La première catégorie, celle maintenant qui va exploser, eh bien, elle intéresse directement, par exemple ici, les gestionnaires de résidences services seniors, puisqu'on est plus là dans la moyenne d'âge d'entrée des résidents en résidence service senior ou en résidence Là, en fait, Luc, on parle de la génération qui a fait mai 68. Alors, on a cette génération des 75-84 ans, mais celle qui aura 85 ans en 2030, c'est les mêmes. Hein. Bon, celui qui est né en 1945, il a 75 ans en 2020. Il est donc intéressé par l'adaptation des logements, par l'adaptation des villes, par les résidences seniors, par l'habitat inclusif. Il aura 85 ans en 2030, et donc potentiellement, il sera en perte d'autonomie, même si ce n'est pas à son 85e anniversaire. Or, cette génération-là, elle avait 23 ans en mai 68. Et effectivement, elle va écouter dans les jukebox des EHPAD plus la Rolling Stone que Edith Piaf. Elle va vouloir plus de liberté, plus d'autonomie. Elle va vouloir, et on le voit déjà aujourd'hui, anticiper son vieillissement. C'est une génération, Francis en est le symbole, des gens qui réfléchissent à ce que sera leur vieillissement. Et donc, ça va vraiment déterminer toute une série d'autres politiques publiques. C'est comment, à un moment donné, je vais anticiper mon vieillissement, et donc comment je vais adapter mon logement, comment je vais changer de domicile. Parce que là aussi, ça va réinterroger la notion de domicile. La génération qui, cette blablacarisation du logement finalement, où on va préférer l'usage à la propriété, ça va probablement impacter aussi les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se dire, j'ai 85 ans, j'ai un patrimoine, eh bien, au lieu de continuer imperturbablement à vivre dans mon pavillon avec, comment dire, mon jardin, mes escaliers, seul parce que mes enfants sont partis, mon mari est mort, eh bien, je vais anticiper cette décision et je vais louer quelque chose en centre-ville. Ça peut être une résidence senior, mais ça peut être un habitat intergénérationnel, ça peut être tout simplement un habitat dans le parc social. Donc c'est cette génération-là qui a eu depuis 30-40 ans l'habitude d'anticiper, de changer la société, d'être biberonné à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme. Eh bien, c'est cette génération qui va arriver là. Donc c'est un choc démographique et culturel à la fois. C'est un choc démographique à double détente, comme tu le disais, c'est un choc culturel, sociologique, et il arrive aussi ensuite, et je reviens aussi sur cette question-là, très bien, alors dans ce cas-là, comment fait-on, et ça va être l'intelligence des offreurs de solutions qui sont dans la salle, qui sont ailleurs, c'est comment, moi, offreur de solutions, au lieu de construire des EHPAD, au lieu de faire des SAD, comment je vais regarder un peu autour de moi, qui sont au fond les gens dont je suis censé m'occuper. Quels vont être leurs besoins, leurs envies, leurs désirs. Moi, j'ai envie de manger des huîtres. Et voilà. Moi, j'ai envie que mon fils vienne me visiter à 21h. Moi, j'ai envie de déjeuner quand j'ai envie de déjeuner. Voilà. Donc, il y a un moment donné, on voit bien qu'il y a un certain nombre de règles internes et les pattes du futur, comme on l'a dit, nous, commencent aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des EHPAD, continuer à avoir des EHPAD aujourd'hui qui disent à partir de 17h les visites sont interdites, c'est juste dément. C'est insupportable. Et voir que le gouvernement, pour répondre à cette crise, a fait un décret minable sur le CVS, un décret hors de propos sur le centre de ressources, c'est-à-dire qui a voulu bidouiller véritablement face à des enjeux de société comme ça, où tout le monde réfléchit en ce moment et a envie d'une réforme ambitieuse, vite bâcler 2 décrets avant la fin du quinquennat, c'est vraiment un pétard mouillé qui est pas à la hauteur des enjeux sociétaux qui se posent. Et j'en termine sur un dernier point, c'est la représentation des retraités. Moi, le sujet du vieillissement, il n'appartient pas aux vieux. Il n'appartient pas aux vieux, il appartient à l'ensemble de la société. Ce qui est dit là, c'est à un moment donné, nous, on veut être consultés. Ah bah, justement, j'ai une question par rapport à ça, Luc, parce qu'en 2020 est né le CPAE, Cercle des proches aidants en EHPAD. En 2021, le CNAV, on en a parlé. En 2022, l'OGRA, Observatoire du grand âge. Donc la société civile prend la parole. C'est bien ? Oui, alors, oui et non. Oui, parce que y a maintenant une nouvelle république sur Twitter qui s'autoproclame représentant d'eux, parce qu'il y a 4 personnes qui créent un groupe sur Twitter, et donc ça y est, je suis le représentant des familles, je suis le représentant des seniors, je suis le représentant de la profession. Donc c'est bien, mais ça suffit pas. Et puis on a eu
parce qu'on a connu le centre, le CNRPA, le Conseil national des retraités et personnes âgées, qui a été créé en 1982 pour s'éteindre là, il y a quelques années, transformé en un haut conseil de l'âge qui fait plein de choses intéressantes, mais qui certainement pas de représenter les personnes âgées. Ce Conseil national des retraités et personnes âgées qui a existé pendant 20 ans, n'a jamais véritablement existé. C'était 16 retraités autour d'une table à qui on demandait quel est votre avis sur le décret tarifaire. Quel est votre avis, on veut votre avis, sur le décret qui instaure la pacification et le GMP dans les EHPAD. Bon, vous voyez bien, comment dire, que tout ça est absurde. On ne demande pas à des personnes âgées d'avoir un jugement sur des choses aussi techniques que ça. Or, c'est ça qui se passait à l'époque. Bon, donc ce CNRPA a disparu. Il n'a pas été remplacé. Donc là où je suis effectivement d'accord, c'est que aujourd'hui, Hold Up, ce que fait Francis avec Grey Pride, même l'initiative autour du CNAV, qui représente quand même une fraction des personnes âgées. C'est les bobos parisiens, Ariane Mouchkine, Bernard Kouchner, c'est super. Et c'est vachement bien que cette génération-là, post-68 Arde, s'exprime sur la question du vieillissement. Laura Adler, Pascal Bruckner, voilà. Mais enfin, c'est pas la veuve qui a une pension de réversion d'agricultrice dans la Haute-Saône. Je vois un petit sourire sur le visage de Francis Carrier. Donc a démarré de la même façon. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est très bien. Non, moi, partout où je vais, je cite la tribune que vous avez signée en 2017 même, Vieux et chez soi, signée par tous ces gens-là, et qui a dit, voilà, nous, notre avenir, notre vieillesse, on voudra la définir nous-mêmes. Donc ça, c'était vraiment une date marquante. Maintenant, il faut arriver à organiser cela pour finir sur ta question, entre ces initiatives sporadiques. Voilà, on va aller mettre les pieds dans le plat. Le CPAE, là, dont tu parlais, bon, c'est 10 familles qui, sur Twitter, expliquent que c'est elles qui représentent les familles, ben non. Voilà, non, pas question que ça se passe comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut réinterpeller les pouvoirs publics, peut-être le Conseil économique et social, peut-être une conférence citoyenne, enfin, trouver d'autres modalités qui fassent que oui, on puisse recueillir la parole de l'ensemble des acteurs, pas seulement des personnes âgées, mais dans des cadres quand même qui soient un tout petit peu plus établis que cette espèce de mouvement, un peu d'opinion qui peut être utile pour faire démarrer les choses, pour sensibiliser, pour avoir des lanceurs d'alerte. Bon, mais il y a un moment donné, effectivement, il faut que, et ça c'est la responsabilité, je vois Geneviève Manarino, et donc la CNSA a commencé, a fait ça depuis quelque temps, le conseil de la CNSA réunit déjà toutes ces parties prenantes, et c'est une bonne chose. Oui, je sais que tu n'y es pas, donc tu n'es pas content, mais tu y es maintenant, bon, c'est bien. Bon, non, parce que ce genre d'institution, non mais c'est bien, il faut que ça existe, et c'est bien, et la CNSA a fait ce travail-là, et il est tout à fait louable. Maintenant, il faut probablement que le gouvernement, que l'État, avec les différents partenaires, regarde, il y a un instrument qui manque quelque part pour que tous ceux qui sont frustrés de ne pas être entendus, les familles, parce qu'il faut bien se comprendre, les familles, on ne trouvera jamais une façon d'avoir une fédération des familles de résidents d'EHPAD, ça n'existe pas. On en reparlera. On est famille, on est enfant de résidents pendant 18 mois, c'est pas ça qui permet de... Donc il faut trouver d'autres moyens qui fassent que les familles, les parties prenantes différentes, les personnes âgées, les seniors, puissent trouver un cadre. Et ce cadre, aujourd'hui en tout cas, il n'existe pas. Francis, je sais que le modèle danois vous inspire beaucoup. Est-ce qu'il va dans le sens de ce que vous souhaiteriez et dans le sens de l'évolution démographique que Luc évoquait ? Bah oui, c'est quand même assez surprenant de voir qu'au Danemark, toutes les politiques sont en fin de compte fixées par les vieux eux-mêmes qui sont regroupés dans un espèce de syndicat qui représente 70 personnes, des personnes âgées. J'ai quand même la sensation à un moment donné de dire qu'il est essentiel que les personnes concernées donnent leur opinion. Le hashtag qu'on utilise, c'est rien pour les vieux sans les vieux, mais ça me semble d'une évidence telle que c'est ce qui a guidé toutes les luttes, que ce soit pour le féminisme, pour les minorités LGBT, la lutte contre le sida. Je me rappelle, la première fois où je suis venu dans un EHPAD, dans une assise, tu m'as demandé est-ce qu'il y a une analogie avec la lutte contre le sida. Mais pour moi, au début, j'avais du mal à répondre à cette question. Mais elle est évidente maintenant pour moi. C'est que tant que, dans l'époque de la lutte contre le sida, tant que c'était des gens, des experts, des médecins qui parlaient au nom des malades, la société n'a rien changé. Ce qui a changé, c'est lorsque
les gens concernés à un moment donné, c'est-à-dire les malades, et lors, il y a eu les premiers états généraux et puis les associations AIDE et ACT UP qui ont permis de faire avancer des lois, qui ont permis de faire bouger les marges, qui ont permis d'acquérir de nouveaux droits, parce qu'à un moment donné, ce sont les personnes concernées qui parlent d'elles-mêmes. C'est la force qui est essentielle. Au sein de Grey Pride, tu vois, bon, qui c'est qui a aujourd'hui, qui propose un label, alors pour moi c'est plus une révolution culturelle qu'un label, mais sur la prise en compte de la diversité, la prise en compte des besoins affectifs, de la sexualité. Aujourd'hui, c'est une des rares démarches qui existent pour pouvoir prendre et faire évoluer donc l'accueil des minorités vieillissantes. Et pareil, c'est-à-dire que pour moi, le CNAV, eh bien, va permettre de passer de la satisfaction des besoins primaires, qui a été la construction de l'offre telle qu'elle a été, et je dirais après de l'occupationnel, sur le secteur de l'existentiel. L'existentiel, tout d'un coup, quand on vieillit, eh bien, on a un vide existentiel en termes de communication, en termes d'échange, en termes de rôle, en termes de regard des autres. Et c'est cet aspect existentiel sur lequel on souhaite travailler, qui est pour moi vraiment fondamental. Madame Dupré-Lévêque, je vous ai vu beaucoup approuver les propos de Francis. Mais à la fois, j'ai expliqué tout à l'heure que les gens qui ont eu 60 ans dans les années 70 ne s'imaginaient pas vivre 30 ans. Et aujourd'hui, finalement, ce que j'entends, c'est qu'il y a un nouveau combat qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai conscience à 60 ans que je vais vivre longtemps et que j'ai envie d'une certaine société, de diversité, d'accueil, d'accompagnement ou pas. Et en plus, non seulement on va s'investir dans la société sur des différentes actions, sur différents engagements, mais en plus, on va tout mettre en œuvre pour bien vieillir. Je pense que c'est un nouvel axe sur lequel on avait assez peu travaillé jusque-là. Là, je crois que le ministère de la Santé s'appelle aussi Santé et Prévention. Et pour la première fois, finalement, il y a un axe de prévention qui est très fort. L'idée, c'est aussi d'accompagner, non seulement de savoir qu'on va vivre longtemps, mais on a aussi l'envie de vivre longtemps et en bonne santé, et on va se donner les moyens. Donc en ayant aussi un rôle social hyper important, mais aussi en ayant de la prévention en santé, en faisant des activités. Donc l'idée, c'est vraiment aussi, je crois qu'on va, en considérant cette nouvelle espérance de vie, on va changer les modèles et qui vont aussi prendre en compte tout ce qui est, prévention et engagement social. Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire quand on a une utilité sociale, on est quand même en meilleure santé, quoi qu'il en soit. Très bien. Alors Luc, il me faut une dernière réaction en 1 minute et 52 secondes. Même pas, 30 secondes. 15 secondes pour dire que, évidemment, tout ce que fait Francis et tout ce que fait le CNAV est, absolument passionnant. Et c'est ça qui va aussi, c'est parce que c'est cette frange un peu médiatique qui peut faire parler de ces sujets-là. C'est tout à fait louable. Ce que je dis juste, c'est qu'il faudra à un moment donné qu'il y ait un espace plus institutionnels qui permettent de porter cette voie-là. Mais tout ce qui est fait là en ce moment est absolument essentiel et il faut absolument que les professionnels écoutent tout ce qui est en train de bouillonner aujourd'hui autour de ces réflexions-là. La deuxième chose, c'est Delphine qui m'y fait penser, puisque c'est d'actualité, sur l'organigramme gouvernemental qui vient de sortir. Décidément, on n'y arrivera jamais. La prévention, effectivement, est du côté de Brigitte Bourguignon et Damien Abad est ministre de l'autonomie. Il n'y a plus personne âgée, il y a les personnes handicapées, mais il n'y a pas le beau personne âgé dans ce gouvernement, enfin dans les intitulés, c'est l'autonomie qui est maintenant un synonyme de personnes âgées. Mais les personnes âgées, elles ne sont pas, et c'est ça aussi la difficulté, elles ne sont pas des sujets de soins, elles ne sont pas uniquement à considérer sous le prisme médico-social, c'était un peu l'objet du rapport que j'ai fait l'an dernier, et dans l'organigramme gouvernementale, dans l'organisation d'ailleurs des pouvoirs publics, la personne âgée reste un objet de soins ou de perte d'autonomie. Une personne âgée, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère des Affaires sociales, c'est la Direction générale de la cohésion sociale, mais c'est pas, pour l'instant, et pas suffisamment, le logement, la mobilité, la ville, l'urbanisme, et les millions, la culture, les millions de seniors dont on parle là. Je rappelle que, et je termine pas, mais à quel âge, à partir de quel âge 50% d'une tranche d'âge est en EHPAD? À partir de quand y a-t-il 50% à domicile, 50% en EHPAD? Et la réponse est 98 ans.
98 ans. Voilà. Avant 98 ans, chaque tranche d'âge est majoritairement à domicile plutôt qu'en EHPAD. Bon. Et donc, une personne âgée ne se résume pas à son statut de résident d'EHPAD. Et là encore, la difficulté, c'est comment va-t-on avoir une politique de transition démographique qui permette de regarder l'ensemble des aspects. C'est encore raté, en tout cas, avec la formation de ce gouvernement. C'est passionnant, madame, messieurs. On vous applaudit et on vous remercie. Je vous laisse regagner la salle.